Hi, I am Rafa Sandoval and listening to la Voix de Bulle. La Voix des Bulles présente la masturbation séquentielle de votre aire tegmentaire ventrale. Il a manqué le doigt. Bonsoir et bienvenue à notre 3e épisode de la Splash Page, où je suis accompagné donc par mon cher acolyte qui est lent à la détente du doigt, mon cher One Eye Pied, bonsoir. Bonsoir. Et l'inévitable, le retour, le comeback de l'homme de l'ombre, Le voilà. le docteur Tizak. Bonsoir. Il était là la semaine dernière déjà. Ouais, mais tu sais, il y a C'était- des tailles noires, tout ça. Non, c'est non, compliqué. à la Si, Splash mais Page si. numéro 2, il n'était pas là. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. c'est Non, vrai. moi je parle que de la Splash Page. Et nous avons des invités ce soir. Nous avons Willow, Blop et Marion. Bonsoir. 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 Là, j'ai envie de te dire, Mathieu, tu vois, c'est là que t'as merdé. Parce que du coup, pour arriver à identifier les voix, ça va être infernal. Infernal, c'est exactement Alors, ça. on se la refait. Avec nous ce soir, Willow, Bonsoir. Blop Bonsoir. et Marion. Bonsoir. Marion, la voix grave. Facile. Donc qui font partie du collectif Pin-Up qui édite le 10-10-10, un fanzine. C'était ça? C'est ça, c'est bon? Oui, c'est ça. Alors, signification de 10-10-10 pour les geeks qui nous entourent? Ouais, c'est les 42 en binaire. Mais Et- on peut dire 10-10-10 quand même. Et pourquoi 42? Je comprends pas ce chiffre. Tu fais bien l'innocent. Hein. T'as vu, ça marche Vous bien quand moquez même. de nous, on sait très bien que vous connaissez. Ouais. Euh, Range ta serviette. Je pars toujours avec ma serviette. Donc oui. pour les gens qui nous écoutent, 42. Quel est ce mystère? donc c'est la réponse à la grande question de, De l'univers dans H2G2. Voilà. Et Messieurs les geeks. c'est en adéquation avec notre talent pour les titres. Voilà, on s'est dit que ça pouvait être sympa, difficilement identifiable, confus. Enfin, Ben- tout ce qu'il faut pour un bon branding. Donc on est parti là-dessus, quoi. Ben, surtout, en fait, c'est que moi j'ai vu le 42. Bon, j'ai compris le lien, mais après j'étais là, je discutais avec Pierre, je fais mais c'est quoi 10-10-10? Faut que je leur pose la question. Et là, il m'a regardé, l'air mais consterné. Bah, c'est 42 en binaire, quoi. Et là, tu fais. Justement, ouais, c'est un peu le filtre pour trouver des vrais lecteurs. ok. Ouais. Bon, bah donc Non, déjà, mais je rigole. déjà, donc elles m'ont annoncé que j'étais pas un vrai lecteur. 10-10-10, le fanzine lu par des Daleks. Non, mais après 10-10-10, voilà, ça peut être un peu 10 sur 10 sur 10, excellence, tout ça. Enfin, ça peut être vu dans un sens un peu différent aussi. On peut voir des tas de choses finalement. Ouais, enfin, à l'envers, ça fait lol. Hein. Ah Ouais. C'est vrai. Oh lolol. Oh lolol. Oh lol. Mais ça marche aussi. C'est le lol pour les gars du Nord. Oh lolol. Non, mais en vrai, techniquement, c'est parce qu'on n'est pas très doué pour les titres et que ça nous a semblé, je sais pas, comme Je ça. connais on s'est ça. dit pourquoi pas. Excellente publicité. Oui, alors ça aussi, c'est une grande discussion. Les titres, c'est très difficile à trouver. Oui, je connais ça. Bon alors que quel est vous le arrivez programme, à- Thio, aujourd'hui? Alors le programme, nous allons commencer en fait par une magnifique intervention de One Eye Pied sur un vaste sujet qui s'appelle copier, c'est tricher. Copier, c'est bien, copier, c'est mal. Ouais. Voilà. Après, on va deviner ensuite ce qu'il y a dedans. Ensuite, une chronique de moi-même sur les Prométhéens, le tome 1 et le tome 2, avec une superbe interview de Rafa Sandoval. Rafa Sandoval. Et en dernière partie, une carte blanche, justement au collectif Pin-Up qui va nous parler de 10-10-10. On va leur poser plein de questions et ensuite on leur laissera l'antenne jusqu'à minuit environ. Environ. Sachant qu'il n'est que 7h30, Et ça laisse un que, petit voilà, temps, ça leur laissera un petit temps, je pense, d'adaptation. Voilà. Bon, en attendant, n'hésitez pas à intervenir pendant les délibérations de Pierrick ou de Mathieu. Il va falloir envoyer. Ok. Très bien. One Eye Pied, nous t'écoutons. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire Idealize? Je sais pas si ça se prononce comme ça. Pas du tout. Si, moi, je l'ai entendu, mais que dans le mentaliste. D'accord. Alors, Idealize, c'est une artiste qui a repris des œuvres d'autres auteurs en appliquant un filtre Photoshop dessus et qui en a vendu des tirages. Et qui en a vendu beaucoup de Ah, tirages. une artiste contemporaine? Ouais, c'est ça, c'est l'idée. c'est D'accord. ça. Si, je vois. Voilà. Le truc, c'est que les auteurs de l'œuvre originale étaient pas au courant et qui touchaient pas de sous sur La la vente des reproduction de leur t-shirts. œuvre, quoi. Alors que globalement, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une sorte de filtre qui met des triangles dessus, un peu joli. Et l'autre problème derrière, c'est qu'en plus, la plupart des œuvres en question, c'était des personnages de la culture pop, donc Chun-Li, Link, Goldorak, etc.
et que les détenteurs des droits des personnages, donc Capcom, Nintendo, Go Nagai, etc., ils étaient pas au courant non plus. Oh la vache. Voilà. Et les auteurs quand même, qui avaient fait ces hommages-là à la base n'avaient pas demandé de sous parce qu'ils n'avaient pas les droits des personnages. Ouais, mais c'est rentré dans le domaine public, non? Ouais, non, pas vraiment, non. Ah bon Donc, il y a eu toute une affaire autour de ça, sur la copie, sur le plagiat, etc. Beaucoup de questions qui sont posées, comme quoi, en art contemporain, si on prend du Warhol, par exemple, qui a repris des trucs pour les réadapter. Et les soupes. Voilà, les soupes Campbell ou les portraits de Marilyn Monroe, etc. Effectivement, on est dans un sens de copie, et donc il y a eu tout un débat autour de ça, même s'il est vrai que dans cette affaire-là en particulier, on est assez clairement dans un problème de plagiat. Alors, apparemment, Idle Eyes a complètement disparu de la circulation, c'est-à-dire qu'elle n'est plus joignable, alors qu'elle était très joignable, hein, elle a fait des affiches de gros festivals, etc. Elle est partie en Sibérie. Il semble surtout que cet artiste-là a été mal conseillé, qu'elle avait un manager qui a surtout géré ses affaires et que s'est pas rendu compte tombé dans un engrenage derrière. Je pense que c'est un peu ça qui s'est passé. Ouais, non, j'ai envie d'être naïf, positif, et que ce sont les commerciaux les méchants et pas les artistes. Il faut être très naïf quand même pour se rendre compte que tu vas utiliser le travail de quelqu'un d'autre pour ton propre profit. Non, mais sans te poser 5 secondes la question 2. Mais à un moment, tu fais un truc joli et quelqu'un qui dit, est-ce que je pourrais le reprendre pour faire un t-shirt? Bah attends, je t'envoie un lien sur une boutique où tu pourras l'acheter, etc. Tu dis ça comme ça, et puis quand tu commences à voir que tu gagnes beaucoup d'argent avec, et que t'as un manager qui dit, non mais c'est bon, je gère le côté des droits. Tu fais, bon bah s'il y a quelqu'un qui gère le côté des droits, t'es dans ta bulle, t'as pas envie de te poser de questions, je pense. Bon, dans ce cas, c'est clairement un plagiat, mais ça m'a fait me demander où commence la copie et pourquoi est-ce que, quel que soit le type de copie, c'est si mal vu. Alors que souvent, la copie, ça fait aussi partie du processus artistique. Tu prends du Warhol, par exemple, la copie fait partie du processus artistique. En fait. Je vais rebondir sur les soupes Campbell. De base, la boîte de soupe Campbell n'avait rien d'une œuvre d'art. Oui, tu prends les portraits de Marilyn, tu prends le côté copie, le côté remettre une image en plusieurs exemplaires. Oui, sauf que là, il a utilisé un personnage crayonné, dessiné, créé de toutes pièces, artistiquement, pour en refaire autre chose sans verser de royalties. Je vais donner certains exemples de démarches artistiques qui sont basées sur de la copie, entre guillemets, hein, de la copie, entre guillemets, pas forcément de la copie de l'œuvre de quelqu'un d'autre, ça peut être de l'autocopie. Et vous montrer à quel point, à chaque fois, c'est pas forcément bien vu. Donc, l'autocopie. Non, stop. Je te disais celle-là, non. je l'attends. Voilà. Non, mais voilà, ça sera expliqué. Tu vois. Je t'attends de micro ferme. Donc, déjà, il y a le dessin d'après photo. Quand tu prends une photo et que tu la recopies pour faire un dessin, ça peut être bien pour travailler une pose, de la lumière, etc. Il y a plein d'artistes qui le font. Effectivement, est-ce que c'est pas déjà de la copie dans un certain sens? Est-ce que c'est pas une certaine triche parce que le gars, il a un modèle, il pourrait l'imaginer tout seul. Et en plus, on a le cas extrême de, je pense, à un artiste qu'on a rencontré en dédicace, Jean-Michel Ponzio, qui lui pouvait pas nous faire certains trucs en dédicace parce que tu comprends, comme il travaillait d'après photo, il était pas capable de faire le dessin en dédicace, il avait pas la photo de référence. Alors oui, mais par exemple, tu vas pas être comme Cézanne et tu vas pas vivre 2 ans en face de la Sainte-Victoire pour pouvoir avoir en fait les bons éclairages tous les jours. Oui. Il y a peut-être ça aussi quand même. Je te dis juste que ça reste des démarches qui, tu vas te dire, nous, pareil, hein, quand Jean-Michel Ponzio nous a dit, ah ouais, ça je peux pas le faire parce que j'ai pas le modèle, ça nous a fait légèrement sourire, alors que ça fait partie de la démarche artistique. Oui, sauf qu'un paysage, ça n'a rien d'une propriété intellectuelle de qui que ce soit. Ouais. En allant un peu plus loin, on a aussi d'autres outils d'aide à la création qui sont pas des photos. Je pense à un outil qui est beaucoup utilisé, c'est SketchUp. SketchUp, c'est un logiciel qui est produit par une société qui est achetée par Google, qui permet de faire de la 3D. Très facilement. T'as des bibliothèques d'objets, poser des voitures, des trucs comme ça. Et ça te permet de te faire une perspective, poser une voiture, créer une poursuite, faire un truc super facilement. Donc, t'as un gain de temps, t'as des perspectives propres, tu poses un décor et tu mets tes personnages au milieu derrière. Donc, il y a plein d'auteurs qui l'utilisent, parce que c'est vrai que pour la perspective, ça peut beaucoup aider. Certains repassent carrément dessus. Donc, pareil, on va se poser la question, où est le côté créatif quand tu vas repasser sur ce qu'a produit un logiciel 3D, voire parfois même récupérer quasiment la sortie du logiciel. Mais je peux dire un truc? Oui, bien sûr. Dans ce cas-là, c'est plus vraiment, c'est plus vraiment les mêmes problèmes que de copier l'œuvre de quelqu'un d'autre. C'est tu t'aides, c'est une aide technique de la part d'un logiciel. C'est moins créatif forcément, mais ça pose pas les mêmes problèmes que quand tu voles entre guillemets la création de quelqu'un d'autre. Non, mais je suis d'accord. Mais si tu vas prendre par exemple le modèle 3D de la voiture que tu vas reproduire, il a bien été créé au départ. Voilà, tu vois, t'as toujours cette problématique. C'est quand même tiré d'un logiciel, c'est pas une œuvre. Je veux dire, c'est pas
un artiste qui a fabriqué. Enfin, c'est un petit Je technicien crois- qui a fait un truc générique qui était fait pour être réutilisé de toute manière. Et Exactement. l'intérêt de la bande dessinée, ça va aussi être de voir comment ça a été mis en scène, en fait. Enfin, c'est comme en cinéma de prise de vue réelle ou en photographie. On photographie des choses qui existent déjà, mais ça veut pas dire que c'est moins créatif, parce que tout est dans l'œil de celui qui prend l'image après. C'est ça. Alors, je suis assez d'accord avec vous, mais c'est juste, voilà, là, je donne vraiment des exemples pour vous montrer, c'est ce que j'ai fais entendu. l'avocat du diable. Ouais, je me fais l'avocat du diable, c'est ce que j'ai déjà entendu, des gens qui allaient balancer ah ouais, non, mais il a copié sur le logiciel de 3D, il sait pas dessiner, quoi. Oui, il y a aussi, j'y arrivé. Il y a aussi des auteurs qui n'aiment pas faire les décors et qui préfèrent faire juste leur personnage et avoir des décors qui sont presque déjà montés derrière. Parce que ça leur prend trop de temps à faire. D'ailleurs, aussi les le mangaka, décor. ils ont des assistants pour faire ça. Ouais, Exactement. Voilà, c'est des logiciels de 3D, c'est l'or des logiciels 3D, c'est des assistants. Ouais, mais en plus, il faut les Mais- nourrir. Ah ouais. Mais après, je pense que du coup, réduire l'auteur de BD à un bon dessinateur ou pas, c'est un peu oublier tout ce qui est cadrage, mise en page, mise en scène et tout. Enfin, Ah non, c'est mais- vachement de travail aussi en dehors du dessin. Donc, il y a quand même vachement de technique, même s'il peut y avoir des aides au dessin derrière, quoi. Bah, disons que tu peux être un super dessinateur et faire des BD de merde. Parce que Oui, juste- voilà. Et tu peux être non, un mais- dessinateur c'est de vrai. merde, Si, avoir si, essayer ça de arrive. vachement de trucs et faire des super mises en Non, scène, mais là, une histoire qui Là, ce fonctionne. qu'elle disait, et- c'est que ne serait-ce que sur le dessin, il n'y a pas que le dessin d'être Justement, capable de c'est faire ça, c'est que le tu as- dessin de tel ou tel personnage, de tel ou tel Pour- paysage. pour, C'est que euh, tu vas choisir un angle de vue, tu vas choisir un enchaînement de cases de telle façon. Ah, il y a Parce une que intention justement, je te derrière. citerai un dessinateur des Chroniques de la Lune Noire qui est un dessinateur excellent, mais qui en fait a toujours fait des mises en page pourries sur les Chroniques de la Lune Noire. Alors Lequel que, il y en a deux. Je te dirais que c'est pas celui qui a réussi avec les faits. Voilà. Donc, mais c'est c'est un Ponté, très, on peut le citer. c'est un très bon dessinateur, excellent, mais le problème de sa mise en page, c'est que, bon, après, peut-être qu'il avait un problème de scénario aussi, Oui, alors après, je vais être franc, la mise en page de Frodeval derrière est pas forcément fantastique. non aussi, plus. mais du coup, c'est dommage. Voilà, c'est clair que tu as aussi un travail qui est au-delà juste du dessin. Donc, pour aller encore à l'extrême, on a carrément des auteurs qui vont utiliser des photocopies pour faire leur décor. Donc, je pense à Alex Malev, qui a travaillé sur Daredevil, Ouais. qui utilise des photocopies. Alors, ça crée un effet, ça crée un etc. Mais là, c'est même plus du dessin. Le gars utilise de la photocopie. Alors, pareil, ce que je disais, on est dans de la technique, mais tu vas entendre des gens qui vont dire, oui, mais il ne dessine plus. Jusqu'où est-ce qu'il peut se permettre de faire ça? Enfin, moi, j'adore ce qu'il Après, fait. ça, Pareil, ça, je fais l'avocat du diable. Hein. C'est le choix d'un effet. Après, le lecteur accroche ou pas, mais c'est le choix d'un effet. Ouais, puis bon, quand tu vois le dessin de Malev, je veux dire, tu pleures un peu, ta petite larme comme coin de l'œil. Oui, disant, non, puis même, c'est beau. c'est une technique de la photocopie qui maîtrise à merveille et qui est très très bien. Je vais pas cracher Il là-dessus. maîtrise la technique de la photocopie. Oui. J'ai envie de te oui. dire que Non, Nadine parce au boulot aussi, mais Il crée de la texture, il crée, voilà, il fait pas, il va prendre une photo, il va la photocopier 15 fois pour créer du grain, de la texture, la rendre un peu crade et faire quelque Nadine chose qui aussi. sera propre. Franchement, à chaque fois que tu fait des photocopies, c'est crade. Ouais, allez-y, n'hésitez pas à intervenir. Moi, justement, j'avais des exemples d'auteurs japonais qui faisaient un peu ça, enfin, des techniques de photocopie. Des fois, ils refont quelques traits par-dessus pour arranger un peu dynamiser, le truc. Mais en vrai, moi, je considère que c'est juste une technique pour arriver à un but le but, c'est de faire une BD qui fonctionne, et quels que soient les moyens que t'emploies pour ça, c'est pas important, quoi. Ce qui compte, c'est le résultat. Enfin, c'est mon point de vue, mais. Après, Ouais, non, c'est un débat qui existe aussi depuis les impressionnistes, si on veut aller par là, où il y avait quand même il y a toujours des gens qui vont considérer que finalement le dessin ça se réduit à une technique et que ce qui est important c'est la performance et c'est de faire quelque chose de très difficile techniquement. Et puis dans l'idée Picasso, mon gosse de 5 ans peut le faire. Et puis après il y a tout ce qui est la recherche esthétique autour. Enfin, je pense qu'après c'est un débat qui est là au-delà de la bande dessinée, mais qui est pas forcément, qui est peut-être un peu stérile finalement. Oui, voilà, mais c'est vrai que moi, je voulais surtout monter ce débat-là parce que c'est des questions qu'on entend dans les gens qui, moi, je sais que on côtoie des illustrateurs, des auteurs de BD depuis assez longtemps pour. Non, puis Voilà. accessoirement, ça fait partie des reproches qui ont été formulés lors justement de cette polémique là sur ces dessins à peine trafiqués avec une retouche Photoshop. C'est le débat de quelle était la création artistique là-dedans. Est-ce que la personne qui a produit ça et qui les a vendus, qui en a récupéré les bénéfices,
Est-ce que finalement tout ce qu'elle a fait, c'est prendre une photo préexistante, lui appliquer un filtre Photoshop et rebalancer le produit tel quel? Quelle était sa marge créative là-dedans? Moi, le problème, c'est C'était pas le la débat de démarche la artistique. création. Moi, le problème, c'est Au-delà de la copie, c'était un débat autour de quelle est la place de la création dans ce qu'elle a produit. Moi, le problème, La c'est pas la démarche propriété artistique. intellectuelle. Voilà. Moi, Voilà. le problème, c'est pas la démarche artistique. Il y a peut-être une démarche artistique. C'est peut-être très bien ce qu'elle a fait. Même, j'ai trouvé plutôt joli, ce qu'elle faisait au niveau de sa gestion. Il y a peut-être un peu de travail sur les effets. C'est peut-être pas simplement un effet posé tout bêtement. Mais le problème, c'est le problème de la propriété intellectuelle à ce niveau-là. Donc, on arrive vraiment sur. Ce n'est pas le problème de la démarche artistique. C'est le problème de. Justement, Est-ce qu'elle a le droit de le faire? C'est les deux se mêler. C'est-à-dire que d'un côté, elle était attaquée sur finalement, elle n'a pas fait de boulot. Et de l'autre côté, c'est que de toute façon, quel que soit le boulot qu'elle ait fait, elle n'avait pas le droit de le faire. Alors, le dernier exemple qui me vient en tête sur de la copie qu'on retrouve, alors pareil, là j'arrive sur l'autocopie, justement. Oh, mystère, mais de quoi je veux parler? C'est ces auteurs qui vont faire plusieurs cases avec exactement le même dessin. Scott McCloud. Oui, ça fait un effet. Ça fait un effet, exactement. Donc souvent c'est pour produire un effet. Donc Le- l'intérêt c'est de créer une redondance, un effet d'immobilité, ou bien sur les dialogues ça peut être très utile de montrer un personnage qui va avoir la même posture pendant plusieurs lignes de dialogue et puis d'un coup va lever les yeux ou regarder ailleurs. On trouve beaucoup cet effet-là dans les découpages de Brian Michael Bendis, justement. Ce qu'il a pu faire sur The Powers par exemple, sur les BD qu'il a fait pour lui. Zut, j'ai oublié le nom. Les BD américaines, celle sur le tueur Torso. Voilà, sur Torso. J'avais l'image, mais Ouais, j'avais pas t'avais le temps de l'image. deviner. Voilà, donc c'est des effets qu'on retrouve, mais pareil, j'ai déjà entendu des gens dire ah ouais, mais il aurait dû redessiner la case du personnage. Même si c'était la même posture, il aurait dû le redessiner. Je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est des critiques qu'on entend. Ouais, non, mais enfin, à ce stade, c'est un peu débile. Enfin, pour moi, c'est vraiment. Là, ça balance. Non mais Non mais C'est vas-y, c'est pas important la performance et au final, c'est vraiment le résultat qui compte. C'est différent de la nana qui a mis un fil sur ses. Enfin, pour le coup, j'ai pas vu les trucs, donc je peux pas vraiment juger, mais. Enfin, dans une BD, en tout cas, t'as vraiment énormément d'autres choses que le dessin qui rentre en ligne de compte, notamment toute la mise en scène. C'est un travail qui est aussi énorme et qui est très important. Et c'est pas juste prendre une image telle quelle et mettre un fil par-dessus. C'est vraiment mettre en scène tout ça pour raconter une histoire correctement, en fait. Enfin, pour moi, il y a encore beaucoup de choses ajoutées par ailleurs qui font que, enfin, t'as quand même beaucoup de valeur ajoutée, quoi. Et puis si Oui. on prend par exemple quelqu'un comme Yoshihiro Togashi, qui est le mangaka qui fait entre autres Hunter x Hunter, il utilise beaucoup cette technique-là, mais c'est aussi parce que lui, par ailleurs, il utilise pas d'assistant, je crois, et puis il a des ennuis de santé. Donc s'il veut continuer son histoire, il est bien obligé de faire ça. Enfin, un peut-être mangaka que- sans assistant avec des ennuis de santé. Waouh. Enfin, Ouais. je sais pas s'il a pas d'assistant quoi, mais en Ouais, gros, il a en tout il a eu plein d'ennuis. Il a eu beaucoup d'ennuis de santé, et c'est vrai que je pense que s'il continue malgré les difficultés, c'est qu'il a vraiment envie de raconter son histoire, et c'est parfois aussi un choix qui est peut-être pas le choix qu'aurait préféré l'auteur. Enfin, ça peut être une démarche artistique, mais ça peut être aussi mieux que rien. Enfin, mieux de continuer et au moins de dire quelque chose. Alors ça me fait penser à un autre auteur, c'est un Américain qui avait le même souci, c'est Brian Bolton, je crois. Qui est un auteur qui avait un style graphique Le frère superbe, de Michael. rien à voir, Moi, je voyais bien Mark Bolton. et qui en gros a eu un accident de moto, je crois, un truc dans le genre, et s'est retrouvé avec, il s'est cassé la main en fait, il a dû apprendre à dessiner de l'autre. Et a dû changer toute sa ça technique. va, Il a dû changer super toute sa technique facile. en travaillant beaucoup justement d'après photo. Pour pouvoir réussir à former son autre main. Alors je sais pas si t'es gaucher ou droitier à la base, mais à former son autre main pour réapprendre à dessiner. Et il y a quelques BD comme ça qui restent. Enfin moi j'aime beaucoup son travail. Il a un côté un peu. Il fait des pin-up un peu. On dirait un peu les pin-up rotoscopés comme on pouvait avoir dans des vieux Disney, ce genre d'effets là. Qui sont vraiment superbes. Mais voilà, c'est vrai qu'il utilise aussi cette technique-là. Alors, bon, là où je voulais en venir, c'est que sans aller dans le plagiat, dès qu'il y a une technique qui implique une forme de copie, il y aura toujours quelqu'un derrière pour dire que c'est comme croiser les effluves, c'est le mal. Franchement, c'est quelque chose que... Enfin, moi, à chaque fois que j'ai vu un truc comme ça, je suis tombé sur des critiques et des gens qui le disaient derrière. Là, la question que je me pose, c'est à partir de quand est-ce que reproduire quelque chose, c'est de la triche? Alors j'imagine que ça va dépendre des auteurs.
Et vous, là, je vous pose la question à vous en tant qu'auteur, qu'illustrateur. Est-ce qu'il y a des choses que vous interdisez de faire en termes de reproduction? Est-ce que vous dites, ah non, mais là, il y avait une posture trop classe du personnage qui sautait dans tel truc, je veux pas la reprendre parce que ce serait de la copie. Est-ce que vous l'interdisez ou est-ce que vous vous dites, je peux me le permettre parce que ça va permettre de servir ma narration, en fait? Moi, personnellement, je le fais pas à partir du moment où c'est enfin, c'est reprendre vraiment un boulot de quelqu'un d'autre qui en plus pourrait le voir, mais même sans ça, enfin, le fait de, comment dire, que ce soit une œuvre qui a été faite par quelqu'un d'autre, le reprendre de manière vraiment, je peux m'inspirer vaguement d'une pose, mais si c'est reprendre la pose telle quelle exactement, pour le coup, je me permettrais pas de le faire. Même Après, pas si c'est par exemple des références que je prends moi-même de photos où je demande à des amis de prendre telle ou telle pose, ça je peux l'utiliser parce que c'est mes photos, c'est ma démarche à moi, etc. Mais à partir du moment où je reprends telle quelle l'illustration de quelqu'un d'autre, même en mettant un autre personnage à la place, ça reste, enfin, pour moi ça devient vraiment trop de la copie de ce qu'a fait quelqu'un d'autre. Mais en fait, pour moi, le problème vient pas tellement de la copie que de la personne qu'on copie, en fait. C'est plus, je pense à la personne qui va être, enfin, qui pourrait être lésée par rapport à ça, quoi. Plus que le fait de copier quelque chose parce que c'est facile, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas si c'était compréhensible ce que j'ai dit. Même pour de l'hommage, par exemple, la question se pose pas. Si tu veux dire, tiens, je vais faire ça comme l'autre parce que j'ai envie de lui rendre hommage. C'est différent. Dans ce cas-là, si tu fais à la manière d'eux, mais je pense qu'il y a aussi une différence entre faire rendre hommage à quelqu'un et faire un truc un peu inspiré et faire une copie vraiment très exacte. Je pense que T'es quand d'accord on passe un certain degré de fidélité et d'hommage, en fait, il est clair qu'on a voulu le faire. C'est comme, il y a des blagues où on n'est pas sûr que c'est des blagues, il y a des blagues où on est sûr que c'est des blagues. Enfin, il y a passé un certain niveau d'humour, on est sûr que c'est de l'humour, mais il y a un entre-deux. Et puis, je pense qu'il y a aussi le fait de citer la personne. À partir du moment où tu veux faire un hommage, enfin, après ça c'est différent quand tu fais une BD, Ouais, mais tu l'as fait à l'américaine, t'écris en dessous de ta signature After et le nom de l'auteur original. ouais, ce genre de choses. Enfin, je sais que par exemple, enfin, ça m'est jamais arrivé en fait, mais j'ai déjà vu des gens qui publiaient sur le net des illustrations ou des trucs qui étaient inspirés de quelqu'un, et dans ce cas-là, ils le mettaient en dessous avec un lien vers, je sais pas, le blog ou le site de la personne. Et dans ce cas-là, je trouve ça plutôt cool en fait. Là où ça commence à être gênant, c'est quand tu fais un truc vraiment clairement copié d'après quelqu'un et qu'en plus tu le cites absolument pas, et c'est pas clair que t'as voulu rendre hommage à la personne en fait. Enfin, Ça pourrait les intentions paraître sont pas une fausse excuse et les intentions sont pas Ouais, claires. en fait, l'idée, c'est un peu le côté, du fair use, c'est-à-dire, je vais me permettre de réutiliser le truc en le citant, mais il y a quelques règles à respecter pour que la personne ait une chance de l'accepter, parce que le gars qui va voir que t'as copié exactement sa mise en page va se dire, ah, est-ce qu'il m'a copié exprès? Est-ce que c'est un hommage? J'ai un exemple là tout bête. Il y a chez Vraoum, il y a une BD qui est sortie qui se passe en Iran, et sur la couverture on voit des personnages, et sur le fond les couleurs c'est vert, blanc et rouge, c'est les couleurs du drapeau iranien. Et là il y a Sfar qui a vu le dessin, qui a dit, ah, c'est une copie de la couverture de l'Arabe du futur, qui a les mêmes couleurs, parce que je crois que c'est un autre drapeau, le même. ah mais non, parce que là c'est juste des couleurs, c'est pas. Ouais, c'est pas mais la il y avait un air qui se ressemblait Ouais, c'est beaucoup. l'inspiration Et quand en d'eux. plus Mais en même temps, quand l'accusation tu de parles d'un plagiat, truc, l'accusation de plagiat vient de quelqu'un comme Johan Sfar, qui est quand même un auteur réputé, qui en plus a Râle beaucoup, oui. Bah non, mais il a surtout l'oreille des grands médias. Johan Ouais, Sfar, oui. les grands médias l'écoutent. Donc c'est vrai que voilà. Bon après, il faut l'éditeur produire des trucs bien, l'éditeur il y était très content. Il s'est dit, ça me fera de la pub. Ça a marché, parce que tout le monde l'a défendu. Après, c'est difficile parce qu'il y a aussi des choses qui sont dans l'air du temps. Enfin, j'ai pas la couverture sous les yeux, donc c'est difficile à dire, mais il y a eu aussi à des moments, genre 2 adaptations de La Guerre des boutons qui sont sorties au même moment, enfin, Clairement. où Fourmis et Mille et une pattes sont sortis en même temps, etc. Il y a des Ouais. moments, Oui. on peut jamais être tout à fait sûr qu'il y en a pas un qui a copié l'autre, mais il y a des moments des époques, effectivement, là, en ce moment, bah, il y a des produits, enfin, il y a des troubles au Moyen-Orient, et il y a une envie de raconter ces choses-là, et je pense que ça peut être aussi une coïncidence. Enfin, c'est pas nécessairement, Il y a bien parce la que la même mise chose en page, avec, elle est bien la Coco couverture de l'Arabe du et futur, elle est Sarah. pas non plus extraordinairement novatrice. Elle Non. fait le job, elle est aisément identifiable, donc c'est aussi des choses, enfin, qui étaient dans l'air du temps, si je puis dire, je pense. Justement, vous, je veux dire, ça fait partie aussi, je pense, de sa formation en tant qu'illustrateur, que de copier. Je veux dire, à un moment donné, quand on commence à vouloir faire du dessin, de la bande dessinée, on finit toujours par reprendre un personnage, copier des pages. Enfin, moi, j'ai l'exemple, j'ai mon frère en qui est général, quand on illustrateur. fait ça, c'est pour soi-même, c'est pas pour le publier, enfin pas pour le.
Voilà, oui, mais on peut inconsciemment enregistrer un truc et le reproduire sans faire exprès plus tard. Ah aussi, oui, c'est possible. Mais en général, dans ce cas-là, c'est pas, enfin, c'est rarement une copie exacte. On sent une inspiration, mais dans ce cas-là, pour moi, c'est pas de la copie. Enfin, c'est. Moi, quand je me surveille pas, je fais du tardi, donc je me surveille en général. Mais je pense que quand c'est une inspiration parce que t'es vraiment inconsciemment très inspiré par le style de quelqu'un, c'est pas, enfin, ça se voit que c'est pas une copie conforme et que c'est juste une inspiration. Et enfin, pour moi là, le problème se pose pas en fait. Enfin, ça peut être un peu gênant pour des lecteurs qui disent ah ça ressemble vachement à machin, mais c'est pas, pour moi il y a plus de problème moral. C'est plus après à la personne de trouver son style en grandissant entre guillemets, mais c'est pas. Pour moi, ça pose pas vraiment de problème dans ces cas-là. Mais justement, le fait d'avoir un auteur, on va dire, un dessinateur qui t'est marqué, enfin qui vous est marqué, on va dire chacune, est-ce qu'à un moment donné, on se dit pas, quand on dessine justement, à quel moment, on va dire, je me dégage de mon modèle en ayant réussi à me créer mon propre style? Ouais, quand est-ce qu'on a cette maturité d'auteur, en fait, de se dire, ça y est, je suis moi-même, je suis pas sur les traces de quelqu'un d'autre. Ça, je pense que c'est un sujet de philo, je pense. Ouais, c'est difficile. Vous avez 3 heures. Difficile, hein, mais... Vous avez 3 heures. Je pense que c'est hyper varié en plus selon les personnes. Je sais, enfin pour reprendre ce que je disais sur Tardy, enfin j'ai jamais essayé de le copier. Je pense que, enfin en plus moi j'adorais quand j'étais super fan de Del Blanc-Sec quand j'étais au collège. Voilà, vous savez tout. Et après j'ai eu ma période manga, donc je suis partie dans un truc complètement à l'opposé, etc. J'ai eu plein après pendant mes études. Au niveau du. J'ai eu plein de choses diverses. Tardy, on reste sur là, l'idée claire qu'on trouve beaucoup dans le manga. C'est simplement en dessinant parfois un petit crowbar vite fait, en réfléchissant pas, en posant mes formes, je me dis mais là en fait ça c'est vraiment une tronche à la Tardy. Et ça c'est vraiment le retour du refoulé si on veut. C'est pas du tout que j'ai essayé de l'émuler, au contraire j'ai essayé de trouver mon propre style, mais il y a certains moments où il y a vraiment quelque chose de très ancré en moi et où je trouve sur un croquis, je me dis ah là il y a quelque chose. Mais en même temps ce que je fais est quand même suffisamment éloigné. Enfin c'est pas non plus de la copie conforme, donc je pense que c'est une inspiration en fait. Je suis pas non plus obligée de me taper sur les doigts en permanence, c'est juste que moi je le sens, mais peut-être que je suis la seule à le sentir après. Après, je pense aussi qu'il y a pas mal de dessinateurs qui ont plein d'influences assez variées, enfin qui vont avoir des phases. Enfin, je sais que moi, étant plus jeune, j'avais des phases. Je vais avoir une phase où je suis très fan de tel auteur et faire que des trucs qui ressemblent vachement. Après, je vais avoir une phase où je vais être fan d'un autre auteur et petit à petit, à force d'avoir des phases de styles différents, et ben ça finit par se mélanger et par faire un truc un peu différent, j'imagine. Ouais. Au bout d'un moment. En primaire, je copiais mes Picsou Mag aussi. Enfin, mélanger tout ça, voir ce que ça donne. Ouais, et puis en plus, dans les Picsou Mag, on a beau avoir que du Picsou et du Donald, c'est plein de styles très différents si on regarde. Tout à fait. Plutôt Don Rosa, personnellement. Oui, c'est un très bon choix. C'est un très bon choix. Voilà. Mais après, si on copie du Don Rosa, on finit par dessiner comme Boulet avec plein de petits traits. C'est vrai. Ah, mais c'est donc ça. Mais oui, évidemment. Tout vient de là. On dirait, je viens de réaliser aussi. Eh bien, je crois qu'on va stopper sur le copier, c'est tricher, Wanai. Ouais, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est bien, c'est intéressant d'avoir le point de vue d'artiste parce que j'ai beau faire des gribouillis de temps en temps, j'ai arrêté de dessiner trop jeune, ce qui fait que je ne me considère pas comme un artiste. Bon, trop Il jeune, est ça jamais dépend trop pour tard qui, pour hein. s'y remettre. Oui, c'est vrai. Je devrais d'ailleurs faire comme Thio qui lui s'y remet régulièrement. Ah, maintenant, c'est plus que régulier en C'est fait. quotidien, oui. Oui. C'est quotidien. C'est comme ça que tu deviendras un grand artiste. Ouais, mais ça, c'est mon psy qui m'a dit qu'il fallait que je fasse ça parce que sinon, ça, Bientôt, on t'aura en interview. Bientôt, on t'aura en interview. ça n'arrivera jamais. Oh, merde. Rappelle-toi, tu sais, mes croquis, je les fais. Ensuite, je les mets dans mon petit cahier. Et tu les ensuite, brûles. et ensuite, je les mets dans mes étagères. C'est pour moi et la rigueur, peut-être pour ma femme si un jour elle veut les regarder, mais c'est tout. Dommage, des trucs sympas. Enfin bon, on passe à la suite. Allez, c'est parti. Et donc, on va parler des Prométhéens. Alors, les Prométhéens. On a eu la chance d'interviewer Rafa Sandoval au dernier festival des Calanques et des Bulles. On a mis un petit peu de temps pour faire la traduction de l'interview franco-espagnol. Italio. Ouais, en fait, on l'a fait. C'était un truc trilingue fait avec 4 personnes différentes parce qu'on se passait les questions de l'un à l'autre. Je crois que surtout, voilà, il faut bien donner les conditions de cette interview. Donc, avant de Rafa passer. était en train de dessiner pendant que quelqu'un lui traduisait les questions en espagnol qu'on lui posait en anglais.
Et avant, ça c'était pose le décor. et avant, c'était posé entre nous en français. Et c'était pas sûr qu'il ait le temps de nous écouter. Il nous a accordé qu'on puisse passer pendant le dessiné parce qu'il aime pas trop ça en fait à la base. Voilà, grosso modo, c'était ultra compliqué, un truc de fou. Mais on a réussi à avoir l'interview. Mais d'abord, il faut peut-être dire c'est quoi les Prométhéens. Bah, on en a parlé la semaine dernière dans notre émission. Et donc là, on va parler de quoi alors? Bah là maintenant on va lancer l'interview, non? Et même pas on dit ce que c'est. Bah les Prométhéens, vas-y, je t'en prie, fais un résumé pour les gens qui n'ont pas Non, moi écouté. je pense que Tizak, il faut qu'il parle. Il a pas assez parlé aujourd'hui. C'est On va vrai. assez parler. Non, Mais allez attends, Tizak, un petit pitch comme ça. Alors le petit pitch, alors donc on parle des dieux de l'Olympe qui sont en fuite. Oui, même si ce sont des dieux, bien là ils sont un petit peu en galère. Ils sont contraints de quitter l'Olympe. Ils viennent se réfugier parmi les humains qui les ont un petit peu oubliés, qui se sont détournés d'eux depuis bien longtemps. Et comment se fait-il que ces dieux aient dû quitter l'Olympe? Par définition, ce sont des dieux, ils sont tout puissants. On a quand même Monsieur Zeus au milieu. Eh bien, on a un petit responsable de tout ce bazar. Qui est cet être qui est capable de terrifier les dieux? Eh bien, il s'appelle Timos. Et il a déjà plusieurs divinités à son tableau de chasse. Le dernier en date, c'est juste le frangin de Zeus, hein, c'est Poséidon. Tranquille. Donc on peut considérer quand même que ça devient une menace plus qu'importante. Et donc les dieux doivent réagir et puis ils doivent faire également avec les discordes familiales. Donc il va falloir qu'ils mettent un peu de côté leur amour-propre personnel, hein, pour arriver à résoudre cette situation, somme toute assez problématique et assez dangereuse pour eux parce qu'ils ne sont plus si nombreux que ça. Et comme ils passent leur temps à s'engueuler, ils ont du mal à trouver une solution vraiment définitive. C'est scénarisé par Herzé, que je ne connais pas. C'est scénarisé par Emmanuel Herzé, ouais. Et aussi par Encher, que lui je connais parce qu'on l'avait déjà reçu d'ailleurs pour parler du syndicat de la bande dessinée. Il en est un représentant et il avait fait Le Banni aussi. Chez Le Lombard. Oui, bah ça, on reste chez Le Lombard. Donc voilà, donc dans le premier tome, on est sur un fond de dispute familiale entre les dieux, et ça nous permet de présenter un petit peu la galerie de personnages. Ça fait un peu un soap grec en fait. C'est le soap grec, c'est ça. Savon grec à l'huile d'olive. Impeccable, Pierrick. Merci pour l'introduction. Merci pour la transition. Je crois qu'on va de suite passer maintenant à l'interview de Rafa. Donc nous sommes toujours au Festival des Calanques et des Bulles et nous avons avec nous la chance d'avoir Rafa Sandoval qui accepte de répondre à quelques-unes de nos questions. Rafa, tu es espagnol. Comment as-tu commencé à travailler pour l'industrie du comics américain? I have a friend, US friend. J'ai un ami américain qui m'a dit de lui envoyer des samples de mon travail, juste 2 pages, pour Marvel. Je lui ai dit oui, mais je pensais que ça ne leur plairait pas. For Marvel, and I told him yes, okay, but I think not. Good luck because so my friend sent to Marvel. Mais mon ami les a envoyés à Marvel et DC Comics. Et un jour, il m'appelle et me dit « Hey, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu voudrais travailler pour Marvel ou DC ?» Do you like to work Oui, bien for sûr. Marvel or DC? Yes, yes, of course. But so I have Mais j'ai aussi eu une surprise car il a rajouté que je pouvais travailler pour Marvel et DC. J'ai donc commencé à travailler pour les 2 entreprises en simultané. Yes, but my start work is in together companies, the 2 companies, Marvel DC in the same time. Tu travailles pour des éditeurs américains et français. Est-ce que ça fait une grande différence pour toi? It's different because for example the size of the pages is not the same. So C'est différent car par exemple la taille des pages est différente. Quand je travaille pour des Français, je travaille à l'horizontale. Alors que pour les Américains, ce n'est pas pareil car je n'ai pas beaucoup de cases, seulement 3 ou 4 par page. Same because the have not too much panels. 3 panels, 4 panels is normal, irregular in the page. So you have more space for to do the punch in the comic, the action, and in France is more. Donc il y a plus d'action dans les comics alors qu'en France, c'est plus axé sur l'histoire, plus calme. C'est donc différent et il y a besoin de comprendre que ce n'est pas le même style, pas la même attente pour l'industrie française. You need to understand this for working in France. It's another style. Combien de livres sont prévus pour les Prométhéens? 4 books.
Il y aura 4 tomes. Yeah, really. Tu en es où de ton planning? The 4 books. Now En ce moment, j'en suis au milieu du 2e tome, et pour l'instant, je n'ai pas encore d'esquisse ni pour le 3e, ni pour le 4e. Est-ce que tu as arrêté de travailler pour les Américains pendant que tu travaillais sur les Prométhéens? I work together. Je travaille en simultané. When finish the USA pages. Quand je finis de travailler sur les pages US, je travaille sur les pages françaises, c'est ma vie. Mais tu as des journées de 36 heures. No, 13 hours. Non, 40. En réalité, je travaille plus ou moins 15 heures par jour, parfois plus, parfois moins. More or less. Sometimes less, sometimes more. Tu travailles avec 2 scénaristes. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est amusant? Really funny the beginning. After what? Très drôle au début. Mais après avoir passé 4 heures de boulot, beaucoup moins. Funny. It's very tired. Après, une fois que le boulot est fait, je suis très content. Si le résultat me satisfait, alors je suis heureux de l'avoir fait. Donc au final, c'est très fun. It's very funny. Est-ce qu'il y a eu des incompréhensions dues à la barrière de la langue? Comment est-ce que tu communiquais avec les scénaristes? English with my writers, but the script, my editorial. Je parle en anglais avec les scénaristes, mais avec l'éditeur, il y a une traduction en espagnol. Ils connaissent mon univers, on parle le même langage. Le relationnel, la compréhension était parfaite. No, it's the comic book. I understand. No worry. It's okay. It's perfect. Relationship. Une édition internationale est-elle prévue? The Promethean is in Spain. Oui, c'est déjà le cas en Espagne et en Italie. Of course. So, I think the idea is in UK. J'espère que ce sera aussi fait au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis. If have a possibility to publish it. Tu as effectivement beaucoup de contacts aux États-Unis. Yes, but Oui, j'espère, mais mon éditeur ne m'a encore rien dit à ce sujet. think about this now. En France, il y a un mouvement de protestation sur la difficulté de vivre en tant qu'auteur de BD. Est-ce que c'est la même chose en Espagne? It's much better in France. In Spain, it's not good. C'est encore plus dur en Espagne, car il y a moins de lecteurs, moins de fans, et le prix donné à la page n'est vraiment pas suffisant. But the price for pages in Spain, Vous ne pouvez pas vivre simplement en dessinant. you can't live in only drawing. Quelle est la BD qui t'a le plus impressionné? I'm sorry again because I am not. Okay. Superheroes? Pas forcément. Well, Kingdom Come, you know? Je dirais Kingdom Come d'Alex Ross, que j'aime beaucoup. I think I like. En fait, je crois que j'aime toutes les BD. Parfois beaucoup, parfois moins. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé Kingdom Come. The Kingdom Come is for me is a great comic. Right. Et maintenant, notre carte blanche au 10-10-10. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a? Non mais rien, je t'écoute. Ah, tu m'écoutes, mais arrête de faire des têtes comme ça. Je suis en train de dire un truc, d'un coup, j'ai l'impression d'avoir Alf en face de moi, quoi. Non, il digère la pizza. Ah, il digère la pizza, ok. Alors, tout d'abord, 10-10-10, c'est un collectif, le collectif Pin-Up. Qu'est-ce que c'est? Comment, pourquoi? Comment, pourquoi? Allez, on vous écoute. Eh bien, à la base, on s'est regroupé par affinité personnelle, c'est-à-dire que nous sommes des amis. Et il se trouve qu'on dessinait tous et que deux d'entre nous avaient une expérience dans le fanzina qui datait quand même de nombreuses années et on avait envie de tenter, de se remettre à faire des conventions et puis de tenter un peu l'aventure de la bande dessinée. Donc on s'est parce qu'il y a aussi un garçon dans le lot, tous ensemble. Sous ce nom-là, parce que c'était le thème de notre premier artbook collectif. Voilà. Et le garçon a accepté le terme de collectif pin-up. Oh, pas de souci. Ouais, on lui a pas tellement laissé le choix. Mais je suis sûre Ça qu'il va est pas content. déranger. Je suis sûr qu'il est d'accord, même si on lui a pas posé la question. Mais rappelle-toi que de toute façon, à partir du moment où il y a que des femmes, à la fin, tu vois, on rentre dans une salle, on dit bonjour les filles, et tu réponds oui, tu vois. Tu dis bonjour aussi. Ouais. Tu vois, ça, c'est Ouais, une- bah, oui, parce que bon, alors, vous ne Voilà, nous vous savez connaissez pas, pas mais forcément on est un toujours stit, par nos et donc émissions. forcément être un stit on est un homme dans un milieu très féminin.
Et donc, on a droit à toutes les discussions de filles, et même bonjour les filles, et sans souci. À Nous, force. c'est un peu l'inverse. Enfin, moi et Marion, en tout cas, on bosse dans un milieu très masculin, donc. Vous êtes On dans allait le milieu, faire l'inverse. vous êtes dans le milieu de l'illustration professionnellement ou- Non, dans le milieu de l'anime. Du cinéma d'animation. Oh. Oh. Et vous travaillez sur quoi? Alors Vous avez pas le droit ça, de le dire. c'est le secret professionnel, Ah. mais Si, non, mais la prod où je suis actuellement, elle a été annoncée officiellement, donc je peux le dire. Ça va s'appeler Sing, en anglais en tout cas. C'est un long métrage 3D par en fait, le même studio qui font Moi Moche et Méchant et tout ça. Ah, MacGuff. Oui, voilà. je Ouais. pensais que tu voulais rester anonyme, mais t'as tout dit. Là. MacGuff, oui, je connais, je suis un des illustrateurs de MacGuff qui fait un blog BD sur des trucs en rapport avec Lovecraft. Voilà. Cool. Ouais, ouais, On est très très nombreux, donc je suis pas Oui, sûre je de sais le que vous connaître. êtes très nombreux. C'est précis pointu, quand même. Ouais, non, t'as vu un peu. Non, c'est un studio dont j'aime beaucoup le travail de façon globale. Et ma fille aussi, bizarrement. Les mignons. C'est. Les mignons. Ouais, Banana. ça, c'est les mignons, ça fait son... Voilà. Le cri de ralliement. Et donc, vous êtes dans du long métrage vous êtes tous dans l'animation ou dans le Non, collectif Pas du tout. Willow, pas du tout. Alors, moi, je fais une thèse sur agriculture et environnement. Ça n'a rien à voir. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Mais vraiment. Rien à voir avec ça. La place du chou-fleur dans la bande dessinée. Bah Tout à écoute, fait. ça peut se placer. Ça peut se placer. D'accord. Alors, du Et, coup... Pardon, moi vas-y. j'ai pas répondu à la question du coup. Enfin, je suis pas à MacGuff et je travaille. Enfin, j'ai travaillé dans différents studios, mais surtout sur de la série jeunesse. Donc, alors après, si vous avez des enfants, ça vous dira peut-être quelque chose. Sinon, il y a assez peu de chance. Vas-y, Mais Il y a des enfants. Il y a ouais. des enfants, ouais. Vas-y, il y a tente. des enfants qui nous écoutent. Et ben, j'ai travaillé sur Calimero. Oui. Et là, en ce moment, je travaille sur La Chouette. Alors, le nouveau Calimero, celui en 3D, là. Bah, le nouveau ouais. en 3D, oui, oui. Ouais, ouais. Et Je pense qu'elle était un peu trop jeune pour le premier Calimero. oui, nous, non. Moi aussi. Nous, non. Et la chouette, non, je vois pas ce que c'est la chouette. Ça passe sur France 3, je crois. C'est humoristique, c'est avec des animaux. C'est français. C'est français, Français. monsieur. Voilà. Ça sent bon la baguette. Après, comme on le disait, hein, Chloé Cruchaudet a travaillé sur l'âme trop. Et bizarrement, c'est pas le même niveau que les BD qu'elle a pu faire derrière. Bon, en termes de dessin, Non, c'est pas très Non, proche. non, c'est pas du tout pareil. Voilà. Toi, t'as pas vu trop pendant des heures. Oui. Toi, t'as pas eu droit à trop en boucle. Voilà. c'est Hein trop moche. Trop, c'est trop rigolo. Ouais, Oui. je craque. Enfin bon, Oui, donc bref, il y a toujours des enfants là. voilà, on va donc revenir un petit peu sur le sujet. Donc vous avez sorti donc le fanzine 10-10-10. Vous en êtes au 2e numéro. Alors, pourquoi sortir un fanzine? Pourquoi ne pas essayer directement de sortir ces histoires, par exemple en crowdfunding ou d'essayer d'aller directement voir les éditeurs? Alors, du coup, allez, je me lance. Vas-y. En fait, comme expliqué, je sais plus si c'est Marion ou Blob qui l'a dit, mais à la base, nous, on vient d'un petit groupe qui fait plein de conventions. Et donc, l'idée de sortir un fanzine papier, c'était en fait d'avoir un nouveau produit à proposer pour aller en convention, quoi. Et du coup, en fait, je pense que c'est un peu ça qui nous a drivé plutôt sur l'objet papier que de passer directement sur Internet, quoi. C'était vraiment l'idée d'avoir un objet papier, un, objet à vendre, un objet réel à vendre tout de c'est suite ça, voilà, sur. à proposer. Ok. Par rapport aussi à l'idée de faire un crowdfunding ou ce genre de truc, on n'avait pas aussi forcément, une grosse fanbase. On n'était pas hyper connus, ou alors pour des petites illustrations en convention, et du coup c'est vrai que on n'aurait pas pu se lancer dans un crowdfunding. Enfin, Willow l'a fait parce qu'elle fait ça depuis un certain nombre d'années, donc il y a quand même pas mal de gens qui la suivent. Mais alors moi, je ne suis personne sur Internet. Si je fais ça, il va y avoir ma maman qui va donner de l'argent, mais c'est à peu près tout. Donc pour l'instant, c'était pas quelque chose que j'envisageais. si tu as une C'est maman vrai que du riche, coup, ça peut le être fait bien. qu'on fasse un peu de convention, c'était la possibilité de rencontrer un peu du public, justement. Oui, d'ailleurs, tu l'as pas dit. Willow a fait le voyage de terre. Oui, c'est ça. Que tu as sorti en crowdfunding dans un bel album cartonné couleur. Justement, moi ma question c'est au niveau du choix, au niveau fanzine. Ces dernières années, on est très habitué à avoir des fanzines un peu luxe.
vous êtes parti sur quelque chose de plus standard, quoi. Donc du noir et blanc, etc. Et il y a beaucoup enfin, j'ai trouvé que la majorité des BD qu'il y avait dans votre fanzine étaient pas faites pour le noir et blanc et étaient pensées en couleur. Pourquoi ce choix de conserver le noir et blanc alors que et de proposer ces histoires-là alors que certaines, enfin moi ça m'a un peu perturbé, quoi. Alors. Vas-y, Willow, si tu veux. Non, c'était juste bon. Il y a déjà le problème du prix. Que on aurait bien aimé faire imprimer notre fanzine en couleur et à la base on était plutôt parti là-dessus. Mais c'est-à-dire qu'on a fait d'abord les BD et après le devis. Du coup, on s'est trouvé un petit peu bloqué. D'accord, oui. Mais c'est le début, on marche à l'envers. Donc déjà le prix et puis alors pourquoi on est parti sur du agrafé et pas du dos carré par exemple, ce qui se fait en majorité maintenant, c'est parce que on voulait garder un peu cet esprit de découvrir les BD en prépublication, quitte à après acheter une jolie édition de la BD faite par la suite, quoi. Voilà. On voulait proposer un produit qui soit pas cher parce que voilà, le dos carré collé par rapport à l'agrafage central, ça fait doubler le prix. Si on rajoute la couleur, ça triple encore. Donc nous, notre idée, c'était aussi d'essayer d'avoir quelque chose d'accessible pour être découvert par le plus large public possible. Et qui soit aussi rentable entre guillemets pour nous, parce que c'est vrai que autrement on aurait été obligé de le vendre à perte. Et surtout au départ, on n'avait pas énormément de fonds et donc on essayait quand même de pas perdre de l'argent en le faisant entre guillemets. Et donc c'était pas possible de faire vraiment une qualité de luxe entre guillemets. Et c'est vrai que par ailleurs, enfin moi quand je regarde pas mal les fanzines qui se font maintenant, qui sont justement de très beaux objets en couleur avec des dos carrés collés, c'est souvent en fait l'accent est vraiment mis sur le fait que c'est des beaux objets, qu'il y a des belles illustrations à l'intérieur, etc. Mais enfin nous disons, ce qui était le plus important à la base, c'était surtout de raconter des histoires en fait et de vraiment plus de faire découvrir plein de BD différentes plutôt que l'idée de faire une belle BD qui ferait presque artbook en fait, ce qui se fait pas mal maintenant. Et ouais, on était vraiment plus parti sur l'idée de ce qui est le plus important, c'est ce que ça raconte et le fait que ça soit des BD à l'intérieur, mais pas forcément le fait que ça soit un joli objet que tu vas mettre sur une étagère, quoi. Justement, là, vous nous les avez généreusement envoyés, donc on n'a pas le prix. Ils sont vendus combien? Ils sont vendus à 7 €. 7 €, et on peut se les procurer via votre site, c'est ça? On n'a pas de site, on va dire. C'est vraiment que de la vente directe. Mais voilà, on peut nous contacter et puis après on s'arrange. Ouais, sinon en convention. D'accord. Vous faites quelle convention? Alors cette année, on a fait Polymanga, Geekopolis, qui est des bulles à Saint-Malo, qui est plus axé BD. Et Art to Play, la dernière qu'on a faite. Voilà. À Nantes. C'est beaucoup des conventions manga parce que c'est vrai que c'est un peu l'univers dont on vient nous et maintenant on a commencé à se lancer un peu dans les festivals BD, mais c'est pas encore tout à fait la même ambiance, donc c'est quelque chose auquel on est en train d'apprendre à s'ajuster en ce moment, quoi. C'est marrant parce que je trouve que vous avez un style, moi ce que j'appellerais très world BD, c'est-à-dire cette génération qui a subi des influences qui sont pas que du manga justement et ça je pense c'est lié plus à par ailleurs, enfin ce qu'on fait en dehors des conventions, et enfin je sais que moi justement par rapport à mon boulot etc, je fais pas mal de choses différentes. Et du coup, au final, c'est plus parce que, enfin, on était habitué à l'univers des conventions manga parce que, notamment Willow et Pikila, au départ, enfin, quand elles étaient plus jeunes, faisaient pas mal justement de fanzina en convention, et que du coup, c'était les contacts qu'on avait entre guillemets. Mais c'est vrai que au niveau de nos influences de dessin, on n'était pas forcément spécialisé dans le manga, quoi. Mais après, il n'y a pas forcément d'équivalent direct avec d'autres styles de dessin aussi. Parce que les festivals BD, c'est pas le même public, c'est pas tout à fait aussi populaire. Enfin, c'est encore. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est vrai que c'est encore un univers qui est très différent et il n'y a pas vraiment le festival qui nous conviendrait pleinement, je pense, avec les codes de la convention manga, mais plus d'ouverture graphique. Le Widoo BD? Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas peut-être forcément énormément de. Non? Vous avez pensé au le Widoo BD?
Ouais, mais c'est vachement axé blog BD, du coup. Il faut avoir un blog BD, là, du Ouais. coup. Non, on n'avait pas vraiment plus de forcément blog. justement. Ils se sont réorientés. Ah, À la base, c'était le Festiblog justement, c'est blog Ouais. BD, mais ils se sont Ouais, réorientés pour s'ouvrir justement à d'autres formes plus larges. Des gens qui ont des Tumblr, des gens qui sont présents sur Internet en gros globalement, et des gens qui Ouais. font de la BD. Ça leur a permis de s'ouvrir aux turbomédias, enfin d'autres d'autres types de médias. Bah, c'est vrai que nous, on connaissait surtout quand c'était le Festiblog et que c'était justement très axé blog BD, et du coup, on n'a jamais pensé à creuser de ce côté-là. Ouais, mais ça me semble Mais une on bonne pourrait. piste parce que. Mais on pourrait. Parlons tome 3, vous en avez déjà parlé, vous avez commencé à bosser dessus, vous savez un petit peu qui va intervenir dedans, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles têtes, entre guillemets, est-ce que... Bref, quoi de neuf dans le tome 3? Alors, pour l'instant... Oui, non, vas-y, tu veux parler? Oui, je veux dire, a priori, il va pas spécialement y avoir de nouvelles têtes. Je pense que ça va surtout être la suite du voyage de terre, la suite de la vieille maison sur les Street et de Peace Peace Quest. Quest. Ouais. Et voilà. Moi, en ce moment, je suis en train de bosser sur un projet de BD pour Internet, et du coup, c'est possible que je l'inclue dans le fanzine, par ailleurs. Mais pour le coup, c'est un projet qui est vraiment fait pour le net au départ. Et voilà. Et Humus, donc, qui est apparu sur le deuxième tome, va reproduire des petites choses, parce que là, c'était une espèce de one-shot très court, somme toute. Alors, Humus, c'est vraiment... il est libre. On peut pas le contrôler. Peut-être qu'il viendra, peut-être qu'il viendra pas, mais c'est... Il est Ce libre sera la parce surprise. qu'ingérable Mais comme vous ou... demandez le temps qu'il fera dans un an, c'est pas possible, quoi. Je peux pas vous le dire. Parce que c'était très classe. Ouais, graphiquement parlant, c'est quand même On le super. dira, ou alors on super le fera sympa, écouter, ce sera plus ça. Et du coup, pour le tome 3, ce sera qui le personnage qui sera En couve. en couve Version, dans... j'avoue que ça, on en a pas encore On en a parlé. pas encore Mais parlé. on comptait faire un roulement, donc de toute manière, ça sera peut-être un personnage de Willow ou de Marion, je pense. Ouais. Sur la vieille Ouais, maison a sur priori, la ou de vieille maison sur les Ou de Justice. Oui. la vieille maison sur les Street, je vois mal un personnage dans ce genre de posture très Ouais. volontaire. Je pense que je subvertirai le modèle quand ce sera à mon tour. Je ferai pas tout à fait la même chose. Ouais, parce que là, ils ont l'air tous super volontaires, dynamiques. Dans la vieille maison sur les Street, on est sur un ton beaucoup plus cool, enfin, tranquille. Ouais. Ce qui est sûr, Oui, c'est qu'on oui, n'attend non, pas mais la fight. j'avoue quoi. que pour l'instant, à la base, on n'avait même pas prévu de faire des couvertures aussi stéréotypées. En fait, c'est juste que Pikila avait fait la première couverture comme ça, et quand moi j'ai commencé à réfléchir à la deuxième couverture, je me suis dit tiens, ce serait rigolo de faire exactement la même pose, un peu dans le même genre, mais avec mon personnage. Et du coup, c'est venu juste sur une idée comme ça. On comptait pas spécialement en faire un plan d'avenir. Ah, mais tu nous as bien mis dans l'embarras, bravo! Non, mais parce que moi, j'ai trouvé ça, au contraire, très sympa d'avoir le même personnage dans la même posture. Du coup, ça peut faire sur la saison Et puis 1... les mêmes rayons derrière. Les mêmes, ouais, voilà, mais bah, c'est encore différent. Quelque chose de Mais, très centré avec le. mais du coup, du style sur la première saison de 10-10-10, faire les personnages, et puis ensuite, l'année d'après, ils prennent une autre Les position. animaux. Ouais, on va faire les animaux de compagnie. Non, mais tu après. fais une autre position, tu vois. Le poirier. Ah, de C'est ça. suite. Ouais, t'as pas Ouais, une non. idée graphique là, dis-moi. Non, Hein là, tout de suite, comme ça, j'ai pas Tu d'idée. veux faire une couve, c'est ça? Rédac chef. Rédac chef, Rédac ouais, chef. c'est ça. On y réfléchira. Et du coup, là, à part vos projets, on va dire, professionnels, et 10-10-10, est-ce que vous avez d'autres projets dans la BD ou autre? Bah ouais, moi comme je disais, en ce moment je suis en train de faire une BD pour Internet. Notamment c'est pour... je sais pas si vous connaissez, c'est un site américain qui s'appelle Tapastic. Américain et coréen. Ouais, d'ailleurs. Alors, Et- je crois que j'ai déjà entendu le nom, mais En fait, je crois que je suis allé c'est un site de BD en ligne, amateur globalement, mais en fait, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté très communautaire, un mélange entre un réseau social et un site de BD en fait. Et du coup, c'est assez intéressant quand on n'a pas forcément de lectorat de base, pour simplement se faire connaître assez facilement et de pouvoir discuter avec les gens et avoir des retours assez rapides. Du coup, voilà, comme en plus c'est un site sur lequel je traîne pas mal pour regarder un peu ce que font les gens, tout ça. Et Puis il y a voilà. le projet. Et par ailleurs, avec Marion, on a donc le projet d'essayer de faire un dossier pour
une espèce de reboot de Lazare, donc la BD qu'il y a dans le Tome 2. dans le 2e tome. Mais en différent. Mais en différent, c'est-à-dire que celui-ci c'était plus un one shot qui était vraiment un coup d'essai. Et là, on veut faire un truc un peu plus mature, dans un style un peu plus réaliste, avec le personnage adulte. Et donc, on est en train de bosser sur un dossier, a priori, pour essayer de voir avec un éditeur, mais c'est en préparation, quoi. On essaye de faire comme... on est vraiment débutant dans le domaine, on essaye de faire en sorte que ce soit le mieux possible. Et voilà. Alors, on rencontre des éditeurs, notamment au Quai des Bulles. On a rencontré des tas de gens qui nous ont donné des tas de conseils. Et c'était bien. Voilà. On en est à ce stade. Et puis, bah, moi, juste pour dire, moi, je suis en train enfin, voilà, j'ai fini le voyage de terre. Donc là, maintenant, je suis en plein dans la diffusion de la BD. Donc, j'essaye d'arriver à finaliser, on va dire, ce challenge-là, et après, je pense, je me relancerai peut-être dans un nouveau projet BD financé par crowdfunding, mais voilà, je vais déjà essayer d'écouler tous mes exemplaires du voyage de terre. Alors le retour de ton expérience crowdfunding, du coup, puisque on a du coup la chance d'avoir quelqu'un qui a créé son propre crowdfunding, ton retour là-dessus, ton vécu, bien passé, pas bien passé, des galères, pas des galères? Bah, moi, je pense que ça s'est super bien passé. Enfin, pour moi, je veux dire que je demandais, à la base, j'avais demandé, je crois, 850 € pour pouvoir faire imprimer la BD, comment dire, avec une couverture souple d'eau carré collé, et puis, bah, finalement, je crois que je suis arrivée à 350 ou 360% du financement, et ce qui m'a permis de financer une BD, comment dire, avec couverture rigide. Du coup, non, c'était vraiment une très bonne expérience. Alors après, sur la campagne de crowdfunding en elle-même, je dirais que j'étais préparée, mais peut-être quand même pas assez. C'est-à-dire que je m'attendais pas à ce que ce soit si prenant, en fait. Parce que finalement, quand on fait un crowdfunding, enfin voilà, faut se mettre en avant pour son projet, et ça, c'est quelque chose que j'étais pas forcément habituée à faire. Ouais. Donc voilà, ça c'était peut-être le plus difficile pour moi, d'arriver à essayer d'aller voir les gens pour parler du projet, et d'essayer d'intéresser les gens pour arriver à se faire financer. Mais non, c'était quand même une bonne expérience. Et puis là, sur les retours que j'ai, pour le moment, j'ai que des retours positifs. Donc pour le moment, c'est une très bonne expérience. Au niveau de ta BD, il y a un côté très, j'ai envie de dire, didactique, hein, avec les fiches sur les planètes à la fin, quelque chose qui se rapproche beaucoup, enfin un côté très scientifique. Tu penses que ça a été un point qui a permis de te démarquer sur ta campagne? Ah bah clairement, enfin là il y a plein de gens qui m'ont dit ça c'est vraiment le truc qui m'a intéressé dans le projet, le fait que il y a un côté pédagogique en plus de la BD. Enfin c'était vraiment quelque chose qui a beaucoup intéressé le public, du coup c'était un gros plus. Bon bref, maintenant que c'est Noël, il va falloir solliciter les parents et les grands-parents pour qu'ils achètent ça à leurs enfants pour Noël, hein. Exactement. C'est l'idée. D'ailleurs, en dehors de la campagne de crowdfunding qui est finie maintenant, si on veut se le procurer, on fait comment? Je pourrais vous donner, il est disponible sur Amazon. Disponible sur Amazon. Ah, donc tu t'es arrangé pour avoir une distribution Amazon? Alors, c'est pas Amazon qui distribue. D'accord. J'ai mis le produit sur Amazon, mais c'est moi qui l'envoie. D'accord. Financièrement, tu t'en sors sur ce projet, ou tu as dû y mettre un peu de ta poche? Alors financièrement, là c'est complètement de ma faute. J'ai dû y mettre un peu de ma poche, parce que quand j'ai fait mon devis en ligne, j'ai oublié de cocher une case pour avoir la couverture rigide. Ah. Donc du coup mais alors là bon voilà, ça c'est vraiment de ma faute. J'ai fait les choses trop vite, donc j'ai dû mettre un peu de ma poche, mais avec les ventes, je commence à rattraper. Et j'en m'en fais pas trop. Je vais arriver à être rentable sans trop de soucis. Oui, enfin, ça reste pas un projet pour gagner sa vie, ça reste un projet pour produire un bouquin, quoi. Alors là, enfin vraiment, dans ce premier crowdfunding, je le voyais vraiment comme un test pour me rôder un peu, voir justement les choses à quelles penser, voilà, comment dire, tout ce qui est financement, enfin voilà, je le voyais vraiment comme un test là-dessus. Du coup, maintenant, pour le prochain, je serai beaucoup mieux rodée, du coup.
Justement, vous autres, vous parliez du côté pré-publication en prévision de crowdfunding. Il y a des crowdfunding prévus pour les autres BD qui sont publiés dans 10-10-10 ? Alors, pour l'instant, en ce qui me concerne, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais que je vois pas avant plusieurs années, clairement, parce que déjà, il faudrait que je me mette un petit coup de pied aux fesses en ce qui concerne ma visibilité sur Internet. Parce que j'ai tendance à être un peu un ours et je pense que c'est important de se faire des contacts et de réseauter un petit peu, enfin pas dans le mauvais sens du terme, mais simplement si les gens ne vous connaissent pas, ils n'ont aucune raison d'acheter ce que vous faites. Et du coup c'est un peu ma bonne résolution 2016, vu que le nouvel an approche, ça serait de préparer un peu ça et d'essayer d'avoir plus de visibilité, mais c'est sûr que j'aimerais bien faire ça, et puis je pense que si jamais ça marche pas, je mettrai un petit peu d'argent de côté pour avoir au moins quelques beaux tirages de ma BD pour donner autour de moi, et puis éventuellement à des gens intéressés à droite à gauche, quoi. Le crowdfunding, en fait, c'est plus une carte de visite pour d'autres projets derrière, et puis pour se faire plaisir, avoir un objet qu'on a fabriqué soi-même. En ce qui me concerne, c'est juste que pour moi, je pense pas être au niveau du crowdfunding en termes de notoriété, en fait, parce que c'est beaucoup de... le talent compte bien sûr, mais c'est aussi beaucoup la présence en ligne qui est très importante, et pour l'instant ce serait plutôt le reste qui servirait de carte de visite pour le crowdfunding que l'inverse, quoi. Ouais, moi je rejoins Marion là-dessus. La présence en ligne et la notoriété finalement de la personne qui lance le crowdfunding, ça va vachement jouer sur sur les résultats du financement. Donc voilà, pour certaines personnes, je pense que ça peut être tout à fait une façon de vivre de sa BD, mais on l'a bien vu pour Laurel par exemple avec son crowdfunding qui a super bien fonctionné. Oui. Mais voilà, il faut avoir la notoriété derrière, quoi. Alors, mettez-vous en contact avec Kenji Girac, ça ira tout seul. Hein. Attends, on a trouvé un mec en France qui connaît pas Kenji. Tu connais pas Kenji? Si, j'ai entendu. Pourquoi il a fait du crowdfunding, lui, c'est ça? J'en sais rien, moi. Il a rien compris. Il a rien compris, ouais. Là, c'est... On lui fera une parenthèse, une explication tout à l'heure. Excuse-moi, mais moi, je suis pas dans une école, j'ai pas des mômes qui me chantent andalouse non-stop toute la journée, quoi. Ah, quand même, ça va, tu me rassures, ça va. Bon. Et... Si, moi j'ai une dernière question. Il a une dernière question. On interviewe régulièrement des auteurs, on en rencontre régulièrement, et la question d'arriver à en vivre et du temps passé pour travailler revient régulièrement. De la difficulté à produire le nombre de pages voulues pour gagner correctement sa vie. Globalement, vous avez tout un métier à côté, et en plus, vous produisez des pages. Globalement, vous avez des journées de combien d'heures ? Alors moi personnellement, la BD pour le fanzine, je l'ai faite pendant un break. Enfin, c'est-à-dire que j'étais entre deux boulots. Et donc, que nous sommes intermittentes du spectacle. Voilà. Donc j'en ai profité pendant une petite période où j'avais un peu de temps pour moi. Après, les trucs que je fais pour le net, je fais ça le soir et le week-end, clairement. C'est assez prenant, mais du coup, je fais des trucs moins léchés aussi pour essayer de gagner du temps. Si vous deviez choisir pour celles d'entre vous qui travaillent dans l'animation, vous êtes déjà dans quelque chose de graphique et la bande dessinée. Si vous d'un coup vous savez qu'il y a un des deux un coup de baguette magique, vous pouvez faire soit la méga BD de vos rêves, soit le méga film de vos rêves. Moi, clairement, comme la réalisation en anime m'intéresse pas vraiment. Enfin, je suis plutôt graphiste, quoi. Mais du coup, je serais plutôt sur faire une BD. Mais après, de manière réaliste, actuellement, ça a l'air quand même très compliqué de vivre de la BD. Enfin, c'est vraiment une période pas facile. Du coup, moi, mon objectif idéal, ce serait d'arriver à faire un peu des deux, en fait, continuer à bosser dans l'anime et puis pendant des périodes de break, d'arriver à produire de la BD à côté, quoi. Faire comme Benjamin Renner. Comme plein de gens, en fait. Reineke qui avait fait le Ernest et Célestine, il me semble, et qui fait des BD très sympas aussi. Avec un petit cochon. Oui, avec un petit cochon, qui sont sortis chez Vraum la première et chez Delcourt la deuxième. Et voilà, mais en fait, il y a beaucoup de gens dans la BD qui viennent de l'anime et qui retournent après aussi. Oui, moi je sais que pour avoir pas mal d'auteurs, beaucoup se sont retrouvés. C'était Pacifique par exemple, qu'on a eu
Je sais plus le nom de l'auteur. Ouais, Qui était dans l'animation et qui a arrêté l'animation en fait. oui, il y a, oui, Martin Tristram. Martin Tristram. Voilà, comment, C'est la Valéani, zut, je refuse son prénom. Yann. Valéani, qui pareil, lui, avait beaucoup travaillé dans l'animation. Je sais que, enfin, nous, on voit beaucoup d'auteurs de notre côté, donc du côté de Marseille. Il y a eu des studios d'animation du côté de Marseille, apparemment, qui fait que beaucoup d'auteurs de BD se sont rencontrés dans ces studios-là, en fait, Mhm. et ont monté leurs ateliers derrière. Vous travaillez donc vraiment en solitaire au niveau de la BD, pas d'atelier. Bah non, puisque en l'occurrence, pour moi c'est plutôt chez moi le soir, donc. Ouais, pareil. Enfin, moi, j'ai en fait pour le deuxième chapitre de Lewis Street et puis d'autres choses, j'avais pris un peu une année sabbatique l'année dernière, donc j'ai eu le temps de le faire. Mais donc je l'ai fait en n'ayant pas de rémunération. Donc le problème, c'est que de prendre un atelier, c'est très sympa bien sûr, mais ça rajoute un coût Ouais. à ce qui est déjà un risque financier à la base. Donc c'est pas forcément évident. Enfin, moi, j'aimerais bien éventuellement, si jamais je me retrouvais dans une situation, peut-être avec un contrat, etc., de me dire bon bah là, je me mets en atelier, mais en attendant, oui, moi aussi, c'est sur mon ordi à la maison, et puis Est-ce que vous avez pensé à tester les campagnes à la Tipeee ou Patreon, c'est-à-dire où vous demandez aux gens de faire un micro-paiement de la du montant qu'ils veulent à la publication? bah, c'est la même chose en fait. Tant qu'on n'a pas vraiment le public, ça Ouais. a assez peu de chances d'aboutir. C'est Ouais. le même problème que le crowdfunding, ça. Il faut la notoriété pour que ça Oui, mais fonctionne. l'avantage, c'est que vous pouvez le lancer sans avoir de notoriété et Oui, attendre que c'est la vrai notoriété que se ça monte se un fasse petit peu. petit à petit. Moi, j'avais un peu commencé à y penser, mais pour plus tard, comme justement mon petit projet pour le web, sur le site où je veux le mettre, il y a pas mal de gens justement qui ont un Patreon. Et il y a ce côté vraiment social où t'as pas mal d'interactions avec les gens, et je me dis que si jamais ça fonctionne correctement, peut-être que je le ferai, mais après c'est aussi de la gestion. C'est-à-dire que comme dans la vie quotidienne, je gagne quand même ma vie correctement, j'ai pas forcément besoin de... Enfin, comme je continue quand même à faire de l'anime à côté, j'ai pas forcément besoin d'argent en plus. Du coup, c'est vrai que ce serait gérer des trucs parce que je suis un peu nulle en paperasse et en impôts et tout. Du coup, j'hésiterais un peu aussi. Je pense qu'il y a aussi le problème de la nationalité, parce que je suis pas sûre qu'on puisse avoir un Patreon en étant français. Si on peut. Je suis pas sûre que les anglo-saxons puissent payer sur Tipeee. Enfin, après, parce que le vivier de lecteurs le plus important, il est dans dans le monde anglo-saxon. C'est possible sur PayPal, tu peux. Peut-être sur PayPal, mais, ouais. enfin, Ça Je connais- pose encore un problème. Je connais des supplémentaire. Français qui ont une société en France et qui font du Patreon. Dans le Oui, je pense podcast. que via Donc, PayPal, c'est c'est possible. D'accord. Donc c'est possible. Ok. Et sur Tipeee, je pense que c'est possible aussi. Mais c'est surtout que, enfin, moi personnellement, actuellement, j'ai pas forcément, enfin, je fais ça vraiment à côté, donc j'ai pas forcément besoin de financement en plus. Mais c'est vrai que je m'étais posé la question éventuellement, quoi. Mais sans. Moi, ça me vexera si personne me donne de l'argent, alors j'attends d'avoir plus de lecteurs. Bien vu. Petite question pour Blop et Marion sur Lazare. C'est la première fois que vous travaillez à quatre mains ou Ouais. vous aviez déjà des Alors, expériences de ensemble. travail c'est la groupé première fois qu'on Ensemble, travaillait ensemble toutes les deux. Après, bon, il y a un truc qu'on peut mettre en parallèle, c'est que dans nos études d'animation, on a fait des films de En fin équipe. d'études, en équipe, etc. Et donc, on avait déjà travaillé sur d'autres projets en groupe. Donc, on a l'habitude de partager la créativité, si vous voulez. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais bossé ensemble de toute manière. Enfin, D'accord, c'est votre première collaboration. Mais Ouais. on est tellement amis que ça s'est bien passé. Oui, enfin nous on est potes aussi, mais on se tape sur la gueule. Hein. ouais, comme tout le monde. Ouais. Et donc du coup, la répartition scénar-dessin était claire, nette et tranchée, ou l'une l'autre vous vous êtes un petit peu entremêlés, et tiens là dans le scénar ce serait bien qu'il y ait ça, et tiens là sur le dessin tu devrais faire ça comme ça. Alors, moi, comme le scénar, c'est pas trop mon truc à la base, je me suis pas tellement mêlée du scénar, mais par contre, Marion, globalement, en général, tout ce qui est prédécoupage, on le voit ensemble. D'accord. Ce Du qu'il faut coup- dire aussi, c'est qu'à la toute base du projet, vraiment très très en amont, il y a plusieurs années, c'était adapté d'une nouvelle que j'avais écrite. Enfin, d'un D'accord. début de nouvelle qui avait bien plu à Blop, qui aimait bien l'univers. Et à l'époque, on avait pensé à faire un webcomic toutes les deux qui avait pas abouti parce qu'on n'avait pas le temps et puis sans doute pas l'expérience. Mais disons que c'était parti de ça en fait. Blop avait bien aimé mon univers. Mm. Et du coup, elle m'a dit, bah, j'aimerais bien dessiner dessus, qu'est-ce que t'en penses? Et j'avais dit, bah oui, moi, ça me plairait éventuellement de continuer à écrire là-dedans, etc. Et c'est comme ça que ça s'est monté sur ce projet-là en particulier. Ok. Alors, juste une petite question pour finir. Est-ce que vous pourriez nous donner vos dernières découvertes en bande dessinée? Chacune. Alors moi, c'est pas ma dernière découverte, mais c'est vraiment le truc qui m'a le plus plu cette année, c'est la BD Petit de Bertrand Gatignol.
J'allais dire la même, ouais. Ouais, mais en fait, va je l'ai falloir filé. trouver autre En plus, chose. j'en ai parlé à tout le monde et je l'ai filé à tout le monde, donc. Mais je l'ai trouvé. En fait, j'avais vu juste quelques images sur Tumblr passer et je trouve les plans juste magnifiques. En fait, c'est super bien composé et les noirs et blancs sont juste super beaux. Voilà. On avait lu Pistouvi de lui Ouais. il y a très longtemps. Je l'avais interviewé même à Angoulême, l'année où je suis allé à Angoulême. Et franchement, il dessine L'année, ouais, c'est la seule fois. Hein. Ouais. Mais Et c'était franchement, l'année. Oui, non, Et c'est lui l'année. aussi, il vient du milieu de l'animation d'ailleurs. Mais je sais pas, Oui. ça se voit. Il y a un côté dans la dynamique des personnages, beaucoup Bah, de il était mouvements. chara designer sur Skyland et sur d'autres séries comme Sur ça. Urban Star Racers. Non, je Ah suis ouais, pas sûre. c'était trop Non, bien. c'est pas. Je crois pas. Mais Skyland, ouais, et un truc qui s'appelait Mickey, je sais plus Mikido ou un truc comme ça. Bah, bref. Auban, j'étais tombé dessus, c'était trop bien. Ouais. Non, mais C'est pas Oli Oban, Non, non, c'est non, quelqu'un pas- d'autre. Non, c'est- Autant pour moi, excusez-moi. Ah, zut, mais c'était trop bien quand même. Oui, mais c'est hors sujet. C'est Norma Oui, qui tu fait sors. les décors et tout, mais Ah oui, je sais plus qui fait les. Alors, deuxième voilà. découverte. Moi, en BD, la dernière chose, alors c'est pas vraiment une découverte parce que pareil, c'est Blob qui m'a fait découvrir, mais j'ai lu Le Château des Étoiles d'Alex Alice. Ah, yes. Qui là aussi est vraiment, ça fait un peu World BD aussi parce que, enfin, je trouve qu'on sent vachement ses influences manga, mais en même temps, ma grand-mère, elle trouverait pas du tout que ça fait manga. Enfin, je sais Ouais. pas si Ouais. si je m'exprime bien, mais en tout cas, c'était vraiment chouette comme univers. Ouais, c'est plus Le l'influence côté- Miyazaki que manga, je pense. Oui, Ouais. Miyazaki, c'est vrai qu'on sent beaucoup le. Ouais, les années 80 en fait. Enfin, les années 80 en animation japonaise, c'est vrai très Miyazaki, mais Et du coup, tu l'as lu en quel format? moi j'ai acheté le volume relié. D'accord. Et moi, j'avais les versions journaux, mais je les ai pas toutes encore. Ouais, Du j'ai coup, la je version- sais, moi, j'ai la je sais version pas. En fait, journal. le problème, c'est que je voudrais acheter la suite en tome normal, mais je sais pas trop où ça commence et où ça s'arrête. Mais version normale ou version luxe? Parce que là, Ah pour ouais, le coup, il y a en plus. vraiment 40 versions. Alors je sais pas quelle est la différence. Moi, j'ai juste les versions journaux. Quelle est mais- la différence entre la version normale et la version luxe? Je crois que la luxe, c'est un plus grand format. C'est un poil plus grand, je crois qu'il y a tous les bonus que tu y avait dans les journaux. Alors que sur la version papier, je crois qu'ils y sont pas tous. Ouais, des articles. Enfin, la première, etc. la version. Moi j'ai pas d'article, d'accord, donc j'ai la version normale. Ah Et bon, c'est bien troisième quand même, hein, c'était chouette, bravo. Et donc, troisième découverte. Oula, on m'a piqué les deux découvertes. Bon, Ouais. bah, je vais être vraiment. C'est le problème quand on passe en dernier. Ça peut être un truc Voilà. vieux, hein. Je veux dire, découverte pour moi, c'est pas une découverte pour les autres, à mon avis, mais j'ai commencé à lire la série Last Man. Comment dire, Balak, Sandoval Dibes. et- Et sans la ville. Et ouais, c'est ça. Sandoval. Et, Sandoval, et bah, Sandoval, voilà. c'est autre chose. Hein. C'est Rafa. Ouais, très très bonne série. Et Ouais, tu en es où de la semaine? J'en suis pas loin, j'en suis au tome 3, là, donc, donc tu ne sais pas ce qui se passe dans le... Bon, on ne dira rien. Aïe, Voilà, on pourrait donc, pas de spoiler. spoil, Oh mon pas de dieu, tu ne spoil, peux pas mais- écouter l'émission suivante. Et alors là, Jon Snow, Et oui. Eh bien, Non, bon, bref, du très bon pour la semaine. Bon choix. alors merci à vous pour cette interview, merci à vous aussi pour toutes les réponses que vous nous avez apportées. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? nous avons une page Facebook. Ouais, le collectif Pin-Up. Du coup, je pense que en tapant collectif Pin-Up sur Facebook, on trouve Voilà. tout de suite. Voilà. On a également un site qui existe. Où Oui, il se mais- passe pas énormément de choses, mais il existe. On a un Tumblr. Tumblr. Alors, je vais retrouver l'adresse exacte. C'est collectif pin-up tout attaché, .tumblr, voilà. .com. .com. Voilà. Et après, je sais pas, pour les trucs personnels, peut-être qu'on pourrait vous les filer en lien, mais je sais pas. Ça va peut-être être Oui, long je si on remarque. donne les Tumblr de tout le monde. Voilà. Oui, Mais en c'est tant vrai. que collectif, déjà, c'est nos trois adresses principales. Ouais. Ok. Et bien donc on va terminer cette troisième splash page déjà. Vous pouvez nous retrouver toujours sur le site de La Voix des Bulles. Vous pouvez laisser des messages à Dr Tizac à drtizac docteur arrobase la voix des bulles .fr. .fr. Vous pouvez nous laisser aussi des notes sur iTunes.
toujours. 5 étoiles. 5 étoiles, c'est possible, ce serait cool. Et plein de commentaires pour que Tizak ait un petit peu de grain à moudre quand il aura un petit peu eu envie de bosser, quoi. Parce que là, il faudrait qu'il se sorte un peu les doigts. Ouais, mais là, il fait trop froid pour travailler. Ouais, c'est ça. Et si vous avez été intrigué par le 10-10-10, sachez que dans le One A Club de la semaine dernière, nous en avons fait la critique. Et il faudrait savoir ce que nous en avons pensé. c'est exact. Voilà. C'est là qu'on dit du mal, des saloperies et tout. Et bien, je vous remercie. Passez une bonne fin de soirée, bonne fin Bonsoir. d'après-midi, une bonne fin de Au matinée. revoir. Au revoir. Bye bye. You walk like crazy for the job. She's nervous for the face off. Bad luck.